Il y avait des cris provenant de votre maison. J'étais hors de la ville depuis 2 semaines. Seuls mes parents avaient les clés. Je n'ai pas crié. J'ai installé des caméras cachées. La fois suivante où je suis parti, j'ai regardé les images et ma mâchoire est tombée. 30 minutes plus tard, la police était impliquée. Ce que vous devez savoir, c'est que je verrouille ma maison comme si je m'attendais à une invasion chaque mardi, peine dormant, double cylindre, serrure à clavier. Le grand jeu. Ce n'est pas de la paranoïa. Je voyage juste beaucoup pour le travail. Je suis consultante, un de ces emplois vaguement stressants, avec beaucoup d'heures facturables, où je passe la moitié de ma vie à résoudre le chaos des autres et l'autre moitié à faire comme si tout allait bien quand je rentre chez moi dans une maison vide avec les restes de la semaine dernière et une facture d'électricité non ouverte collée au frigo avec un aimant qui dit vie, rit, aime en fausse cursive. L'ironie ne m'échappe pas. Bref, je suis rentré dimanche dernier après 2 semaines à Denver, réunion client consécutive, 3 jours de sandwich froid d'aéroport et une chambre d'hôtel qui avait définitivement une tache de sang sous le fauteuil. Tout ce que je voulais, c'était une douche, un burrito surgelé et ne plus parler à un être humain avant mercredi. Au lieu de ça, j'ai eu Greg. Greg est mon voisin, mi-quarantaine, chauve de manière provocante, porte des chaussettes avec des sandales et tond sa pelouse comme si c'était une compétition pour laquelle il s'entraînait depuis toujours. Il est aussi bizarrement gentil, ce qui est suspect en soi. Je suis juste sorti pour prendre des provisions, j'ai à peine fermé la porte derrière moi. Il se tenait dans son allée, plissant les yeux vers moi comme si j'étais un extraterrestre qui avait atterri un peu hors de sa trajectoire. Et, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Et. Puis il m'a jeté ce regard, à moitié inquiet, à moitié se préparant. Tout va bien chez vous? J'ai cligné des yeux. Oui, pourquoi? Il s'est frotté la nuque. On a entendu des trucs venant de chez vous la nuit. Quel genre de trucs? Il a fait une pause. Des cris. Je l'ai regardé fixement. Pardon, quoi? Il avait l'air très sérieux. Des cris. Il y a quelques nuits. Et avant ça aussi. C'était fort. Ma femme pensait que quelqu'un était blessé. On a failli appeler la police. J'ai ri parce que qu'est-ce que vous faites d'autre quand quelqu'un dit qu'il a entendu des cris provenant de votre maison? Ce n'est pas possible, ai-je dit. J'ai été hors de la ville pendant 2 semaines. La maison était vide. Greg m'a juste regardé. Puis il a hoché la tête lentement comme s'il me prenait pour un imbécile. Si vous le dites. J'ai haussé les épaules. Je le dis. D'accord. Il a reculé vers son garage. Essayez juste de faire moins de bruit la prochaine fois. D'accord. Et c'est tout. Il s'est retourné et m'a laissé planter sur mon propre trottoir, tenant mes clés, essayant d'assimiler l'idée qu'apparemment ma maison avait crié pendant mon absence. Pas de quoi s'affoler. Je suis rentré, j'ai fermé la porte à clé derrière moi comme si ça allait aider. La maison était calme. Rangée? Peut-être même un peu trop rangée. Je l'ai remarqué en passant dans le couloir. Le miroir était plus propre que dans mon souvenir. Et le sol? Mon sol n'a jamais brillé. Je ne fais pas briller les choses. Je passe la Swiffer comme un adulte normal qui n'a pas le temps pour la perfection. Puis en haut, j'ai vu ça. Mon lit fait, pas juste tiré au cordeau, mais fait comme à l'hôtel, les coins bordés militairement, les oreillers gonflés, la couverture rabattue à l'angle parfait comme si quelqu'un avait regardé trop de vidéos de nettoyage et avait décidé de transformer ma chambre en tableau Pinterest. C'est là que l'angoisse a commencé. Pas la peur exactement, juste cette sensation tranquille et rampante que quelque chose ne va pas. Et je savais déjà qui avait fait ça. Alors, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie, avait l'air joyeuse, ce qui était aussi suspect. Salut ma chérie. Comment s'est passé ton voyage? Bien, ai-je dit. Question rapide. Tu étais chez moi. Oh, je suis passé, j'ai arrosé les plantes. Tu aurais vraiment dû laisser de meilleures instructions pour les orchidées, au fait. J'ai dû improviser. Et tu as fait mon lit? Elle a ri. Eh bien, quelqu'un devait le faire. Tu l'as laissé en bazar. J'ai expiré lentement. Maman, je t'ai déjà dit. Oh, allez. Je n'ai touché à rien d'autre, juste le lit, et j'ai passé l'aspirateur et essuyé les comptoirs et réorganisé le tiroir à épices.
Tu avais 3 boîtes de paprika, Gwen. J'ai fermé les yeux. Tu n'as emmené personne, n'est-ce pas, ai-je demandé. Bien sûr que non. Pourquoi j'emmènerais quelqu'un? Ne sois pas ridicule. Je n'ai pas discuté, pas parce que je la croyais, juste parce que je n'avais pas l'énergie de décoder un mensonge en plus d'une scène de crime faite de cannelle et de literie réarrangée. Elle a raccroché après quelques minutes de conseils de nettoyage non sollicités et un dernier rappel que je devrais vraiment sortir plus parce que tu ne rajeunis pas et il n'y a rien de mal avec les ingénieurs. Je me suis assise sur le bord du lit parfait, fixant le sol trop propre et j'ai senti les bords de mon calme commencer à s'effilocher. Plus tard dans la journée, je suis ressorti. Je n'en avais pas envie, mais je devais le faire. Greg était de nouveau dans son garage, déplaçant des cartons comme s'il construisait un fort. Je me suis approché lentement comme quelqu'un qui essaie de ne pas effrayer un animal craintif. Et ai-je dit? Il a jeté un coup d'œil. Salut. Je me suis frotté les mains. Je peux demander, qu'est-ce que vous avez entendu exactement de chez moi? J'ai hésité. Je n'accuse personne, ai-je ajouté. Je n'étais pas là, alors j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Greg a regardé au-delà de moi vers ma maison, puis de nouveau vers moi. Il y avait des gens, a-t-il dit, qui allaient et venaient. Différents. Je ne les ai pas reconnus. Il y a quelques nuits, vers minuit, la nuit d'avant aussi. J'ai dégluti. Et les cris. Il s'est gratté la barbe. Ce n'étaient pas des hurlements ou des bagarres. C'était comme quelqu'un qui avait mal. Pas normal. Pas amusant. Je n'ai rien dit. Il a ajouté, ce n'est pas la première fois non plus. Je n'ai rien dit avant, mais c'est arrivé en mars aussi. Pas aussi grave, mais similaire. Il y a eu une nuit vers le 10. Des bruits forts, des gens qui allaient et venaient, et de nouveau début juin. Je me souviens parce que c'était la nuit avant le gala de danse de ma fille. J'ai hoché la tête lentement, même si je me sentais tout sauf stable. Écoutez, a-t-il dit, plus doucement maintenant. Je n'essaie pas de causer des problèmes, mais quoi qu'il se passe là-bas, ce n'est pas rien. Je suis rentré, j'ai refermé la porte à clé, puis j'ai sorti mon agenda. 10 mars, j'étais à Atlanta. 2 juin, j'étais à Denver. Ma mère avait dit qu'elle avait arrosé les plantes, rien de plus. Mais il y avait des gens dans ma maison, et des cris, et moi à des centaines de kilomètres pensant que la maison était vide. Je ne vivais pas seul. J'étais juste la seule à payer le loyer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas vérifié les serrures. Je ne me suis même pas brossé les dents. Je me suis juste allongé dans le lit, le même lit que quelqu'un d'autre avait fait pour moi, essayant de ne pas imaginer des choses que je ne pourrais pas dévoir, les cris, les étrangers, la répétition. Mars, juin. Chaque fois que je m'absentais, il se passait quelque chose dans ma maison. Et le pire? Je n'en avais aucune idée. Pas vraiment. Des gens qui allaient et venaient, de la musique, des cris, mon lit mal fait, mes sols trop propres. C'était comme si quelqu'un avait effacé la surface de ma vie et peint autre chose en dessous, quelque chose que je n'étais pas censé remarquer, mais que j'avais remarqué. Et maintenant, je ne pouvais plus ne pas le remarquer. Si vous voulez comprendre comment tout cela a commencé, vous devez comprendre ma famille. Et par famille, je veux surtout dire mes parents, ma sœur et moi. Une de ces choses n'est pas comme les autres. Mes parents étaient des hippies. Pas le genre mignon qui fait son propre savon et achète dans les marchés de producteurs. Je veux dire de vrais hippies, cercle de tambour, tisane aux herbes douteuses, thérapie de groupe dans le garage de quelqu'un. Ma mère portait un châle en batik et parlait de changements énergétiques avant de tomber enceinte de moi et d'échanger le châle contre un emploi dans une entreprise de transport et un 2 pièces en banlieue. Ils ne m'ont jamais vraiment pardonné pour ça, au fait, d'être la raison pour laquelle ils ont dû devenir responsables. En grandissant, il y avait toujours de petits vestiges de leur passé qui traînaient, des livres sur le tantra enfouis sous des piles de factures d'eau impayées, des portes en sang à côté des dossiers fiscaux, un attrape-rêve au-dessus du lit dans la chambre d'amis que personne n'avait le droit d'utiliser. Et bien sûr, la philosophie. Ils croyaient beaucoup au partage, ce qui semble agréable jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela signifiait réellement en pratique. Je suis né en premier, 2 ans de plus que ma sœur, donc naturellement j'ai eu la plus grande chambre. C'était ma première erreur parce qu'une fois que ma sœur a eu 5 ans et a décidé qu'elle voulait transformer sa chambre en studio de danse, ce qui a duré 3 semaines, mes parents ont dit que je n'avais pas vraiment besoin de tout cet espace. Je ne l'utilisais même pas.
Ne serait-il pas plus agréable, plus juste, qu'elle ait accès aux 2 pièces? C'est devenu la norme. Les livres, partagez-les. Les jouets, partagez-les. Mon vélo? Eh bien, elle doit apprendre à faire du vélo, non? Et si je ne voulais pas partager, eh bien, cela signifiait simplement que j'étais égoïste, contrôlante, pas spirituelle, quelqu'un qui n'avait pas encore désappris l'attachement capitaliste aux biens matériels. Oui, c'est une vraie citation de mon père. J'avais 8 ans. Le partage était toujours unidirectionnel. Elle n'a jamais eu à abandonner quoi que ce soit. Ni ses jouets, ni son intimité, ni son placard. J'étais la plus forte, la plus généreuse, celle qui avait déjà assez. Alors, j'ai appris à renoncer à l'équité, à l'espace, à m'attendre à ce que quoi que ce soit m'appartienne vraiment jusqu'à ce que je vieillisse et que je me lasse de ça. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme plus tôt, j'ai décroché un emploi de consultante en informatique qui payait bien et m'a fait vieillir de 10 ans et de 2. J'ai acheté ma propre maison à 29 ans. Pas un manoir, mais solide. 3 chambres, un petit jardin, une lumière correcte. Le genre de maison qui donne l'impression d'avoir de l'espace après une vie passée à se faire dire de se serrer. Mes parents détestaient ça. Tu n'as même pas de famille, m'a dit une fois ma mère, comme si c'était une faute morale. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? Je n'ai pas répondu. Ma sœur avait 2 enfants à ce moment-là, mariée à un type qui portait des chaussettes avec des personnages de dessins animés et appelait tout le monde frérot. Ils avaient une maison plus petite dans la ville voisine, une maison à rénover qu'ils n'ont jamais vraiment rénovée. Chaque fois que mes parents venaient me rendre visite, ils revenaient avec de nouvelles munitions. Ta sœur est noyée sous les factures. Les enfants ont besoin de place pour jouer. Ce n'est pas juste que tu aies tout ça et quelle galère. Au début, j'offrais ce que je pouvais. Je faisais du babysitting. Je payais un week-end. J'ai aidé à remplacer une machine à laver cassée une fois. Mais ce n'était pas suffisant parce que ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont fini par dire à haute voix, c'était que je réduise la taille de ma maison, que je vende ma maison, que je déménage dans un endroit plus petit et que je donne la différence à ma sœur. Tu n'es presque jamais à la maison de toute façon, a dit mon père. Pourquoi gaspiller ça? J'ai dit, non, calmement, fermement, sans culpabilité. Et ils ne l'ont pas bien pris. Pendant un certain temps, ils ont cessé de me parler, sauf par le biais de discussions de groupe ou de dîners de famille gênants. Puis ma mère a commencé à dégeler. Un jour, elle a appelé à l'improviste et a dit, « Je pensais à tes orchidées. Je serais heureuse de les arroser quand tu voyages. » C'est comme ça que ça a commencé, juste arroser les plantes. Puis c'était, j'ai remarqué que le tapis avait besoin d'être aspiré, alors je l'ai fait. J'espère que ça va. Ensuite, tu devrais vraiment désencombrer ton entrée. J'ai rangé un peu pendant que j'étais là. Puis, j'ai dû refaire ton lit. Tu plies mal le drap du dessus. Tu n'es pas à l'hôtel. C'est devenu plus bizarre. Une fois, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé le porte-épices réorganisé par ordre alphabétique, et pas en anglais. Elle a utilisé le latin. Une autre fois, la table de la cuisine a été essuyée et redressée avec des sets de table que je ne possédais pas. Je lui ai dit gentiment d'arrêter. Elle m'a dit que c'était son nouveau passe-temps. J'ai regardé des tutoriels de nettoyage, a-t-elle dit, comme si cela expliquait pourquoi mon linge était plié en signe et mes chaussettes triées par chakra. Je n'ai pas insisté parce que, et je déteste ça, une partie de moi était juste reconnaissante qu'elle me parle de nouveau, que je n'ai pas été complètement coupé pour avoir refusé de me ruiner au nom de l'égalité fraternelle. Mais la chronologie n'arrêtait pas de me déranger. Son passe-temps de nettoyage a commencé à peu près au même moment où ma sœur est passée à une maison plus grande, avec un jardin et un dressing et un prêt hypothécaire qu'elle ne pouvait certainement pas se permettre seule. Je me souviens avoir demandé une fois avec désinvolture comment il s'en était sorti. Ma sœur a juste souri. Nous avons eu de l'aide. De qui? Elle n'a pas dit. Et je n'ai pas demandé parce qu'une partie de moi savait déjà que si je grattais trop fort à la surface, je trouverais quelque chose de pourri en dessous. Quelque chose que je ne pourrais pas ignorer. Je ne savais juste pas encore à quel point c'était grave. Pas alors. Pas encore. Je ne voulais pas être le genre de personne qui installe des caméras cachées dans sa propre maison. Je voulais être normale. Ennuyeuse. Même le genre de femme qui dit « merci, maman » quand sa mère propose d'arroser les plantes et qui ne se demande pas si c'est le code pour quelque chose d'autre.
Le genre de femme qui ferme sa porte à clé et suppose que lorsqu'elle reviendra, le lit sera toujours fait comme elle l'a laissé. Mais après ce que Greg m'a dit, les cris, les étrangers, la façon dont il m'a regardé comme si je mentais quand j'ai dit que la maison était vide, je ne pouvais plus être cette femme. Alors, j'ai pris une décision. Mon prochain voyage de travail était déjà réservé. Boise, 3 jours, une réunion de lancement complète avec une équipe à l'étranger. Je serais parti. La maison serait vide. Et ma mère, qui connaissait déjà mon emploi du temps, trouverait absolument une raison de passer. Avant de partir, j'ai installé 5 caméras, salon, cuisine, couloir, entrée, chambre, toutes petites, connectées au cloud, avec fonction audio, soigneusement rangées dans des bibliothèques, au-dessus des armoires, derrière des plantes. Parfaitement légal, parfaitement nécessaire. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais que j'en avais assez de deviner. J'ai envoyé un message à ma mère la veille de mon vol. Et, je pars pour Boise demain. Si tu veux arroser les plantes, merci, mais s'il te plaît, ne fais rien d'autre pendant mon absence. Pas de nettoyage, pas de réorganisation, juste les plantes. Elle a répondu, ah, je vais essayer de ne pas nettoyer. Tu me connais. Bon voyage, ce qui est le genre de SMS qui semblerait innocent venant de n'importe quelle autre personne. De sa part, ça ressemblait à un piège. Première nuit, rien. Elle est passée vers midi, à arroser les plantes, à réarranger une photo encadrée, à essuyer quelque chose sur le comptoir qui n'avait pas besoin d'être essuyé. Ennuyeux, familier, pas de cris, pas d'invités, juste le chaos maternel habituel déguisé en aide. J'ai tout regardé ce soir-là depuis mon hôtel. Ordinateur portable ouvert, casque sur les oreilles, anxiété quelque part au fond de ma gorge comme une bille avalée. C'était calme. Je ne me suis pas détendu. Deuxième nuit, j'ai ouvert le flux vers 20 heures. Au début, tout était immobile, lumière tamisée, pas de mouvement. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et quelqu'un est entré. Pas ma mère, un homme aux larges épaules. Un sac de sport en bandoulière. Il a traversé le salon comme s'il l'avait déjà fait. Pas d'hésitation, pas de pause. 2 minutes plus tard, quelqu'un d'autre est entré. Puis une femme avec une longue tresse argentée et une bouteille de vin. Une autre femme en bottes et un châle rouge. Un homme avec une chaise pliante. Personne n'a frappé. Personne n'a parlé fort. Ils ont tous bougé comme s'ils étaient chez eux. J'ai regardé l'écran fixement. Je n'ai pas cligné des yeux. Puis mon téléphone a sonné. Et, où es-tu? Notre appel avec l'équipe indienne a commencé il y a quelques minutes. Zut. J'avais complètement oublié à cause du décalage horaire. C'était le matin pour eux, juste un autre mardi. Pour moi, c'était le début de quelque chose pour lequel je n'avais pas les mots. J'ai fermé le flux, j'ai pris mon ordinateur portable professionnel, j'ai rejoint le Zoom. Je ne vais pas faire semblant de me souvenir de quoi parlait la réunion. Imaginez ça. Vous venez de voir des inconnus entrer dans votre maison, pas votre voisin, pas un ami, des inconnus avec des sacs et du vin et des chaises pliantes. Puis imaginez de changer de fenêtre et de faire semblant de vous soucier de la synchronisation des données d'entreprise pendant que quelqu'un qui s'appelle Richie vous fait défiler un jeu de diapositives que vous ne comprenez pas un jour normal. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai probablement accepté des choses que je regretterai plus tard. À l'intérieur, je tournais en rond. À l'extérieur, j'étais en mode silencieux. La réunion a duré 30 minutes, a duré 10 heures. Dès qu'elle s'est terminée, j'ai rouvert le flux de la caméra. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Le salon était plein. Les gens étaient éparpillés sur les meubles comme si c'était les leurs. Lumière tamisée, musique, quelque chose de doux et rythmique. Il y avait des rires. Quelqu'un a allumé une bougie. J'ai vu un homme en caleçon de bain se prélasser sur mon canapé. Une femme assise en tailleur sur le tapis ouvrant une petite mallette noire. Une poignée d'objets indéniablement pour adultes étalés sur ma table basse, quelque chose en cuir, quelque chose de brillant, quelque chose qui bougeait. Quelqu'un d'autre marchait pieds nus dans le couloir tenant ce qui ressemblait à un bandeau. Elle a gloussé en passant devant la bibliothèque où j'avais caché la caméra. Elle a regardé droit vers elle, pas dedans, juste près d'elle. Mais quand même, j'ai eu froid. C'est ma maison. C'est mon canapé. C'est ma table. J'y déjeune. J'y pose des tasses de café. Et maintenant ça.
J'ai fermé l'ordinateur portable rapidement comme s'il était chaud, comme s'il pouvait me brûler. Je fixais toujours le plafond quand mon téléphone a sonné de nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Bonjour, est-ce bien Gwen Kesley? Oui, c'est l'agent Brennan du Maple Glen PD. Nous répondons à un signalement de rassemblement à votre domicile ce soir. Êtes-vous au courant que quelqu'un utilise actuellement la propriété? J'ai dégluti. Non, je suis à Boise. Je ne suis pas chez moi. Plusieurs personnes sur place ont exprimé leur inquiétude après avoir découvert des dispositifs de surveillance à l'intérieur de la maison. Certains ignoraient qu'ils étaient enregistrés. Vos parents sont actuellement présents et disent qu'ils avaient la permission d'utiliser l'espace. Ils n'en avaient pas. Vous êtes enregistré comme propriétaire, correct? Oui. Pouvez-vous confirmer si quelqu'un a été autorisé à organiser un événement à la maison? Non. J'ai dit à ma mère qu'elle pouvait arroser les plantes. Je lui ai envoyé un message. C'est tout. Avez-vous toujours ce message? Oui, je peux l'envoyer. Très bien. Vous pourriez être contacté pour une déclaration officielle. Pour l'instant, vous n'avez pas de problème juridique, mais vous devez savoir que des problèmes de zonage ou de licence pourraient être examinés. D'accord, nous assurons le suivi. Il a raccroché. Je n'ai pas raccroché. Je suis juste resté assise là, à fixer l'écran, à essayer d'assimiler le fait que je n'avais pas imaginé ça. À essayer de dévoir tout ce que j'avais vu et à savoir que je ne le pourrais jamais. 15 minutes après la fin de l'appel de la police, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre. J'ai regardé l'écran fixement comme s'il pouvait me mordre, mais la curiosité est plus forte que la peur. Et je n'avais toujours pas entendu sa voix depuis que j'avais vu des gens se déshabiller dans mon salon et étaler du matériel de bondage sur ma table basse. Alors j'ai décroché. Ma chérie. Écoute. Dis juste à la police que tu étais au courant, d'accord? C'était sa première phrase. Pas ça va, ou ce n'est pas ce que ça avait l'air. Pas même un s'il te plaît, ne sois pas fâché. Juste dis-leur que tu étais au courant. J'ai cligné des yeux. Quoi? Que tu nous as donné la permission, que nous pouvions utiliser la maison. C'était juste un petit rassemblement, comme au bon vieux temps. Au bon vieux temps, tu sais, des événements communautaires, des gens en qui on a confiance. Ce n'était rien de dangereux. Dis-leur juste que c'était d'accord, s'il te plaît. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Je pouvais voir le parking. Une mini-fourgonnette garée de travers sur 2 places. Une femme essayant de démêler son bambin de sa propre écharpe. Tout avait l'air normal. Si douloureusement normal. Maman, ai-je dit, qu'est-ce que vous faisiez dans ma maison? Silence. J'ai vu des gens. J'ai dit, j'ai vu ce qu'il y avait sur mon tapis, sur ma table, sur mon canapé. C'était quoi ce bordel? On peut expliquer, mais pas tout de suite. Non. Non. Qu'est-ce que vous faisiez? Ce n'était pas illégal. On n'a fait de mal à personne. C'était privé. Et quelqu'un a surréagi et a appelé la police parce qu'ils ont trouvé une caméra. Oui, une caméra que j'ai installée dans ma propre maison parce que vous l'utilisez sans me le dire. Un autre silence, puis la voix de mon père. Tais-toi, Gwen. On ne pensait pas que tu comprendrais. Alors vous avez décidé de ne pas me donner la chance. On pensait que tu essaierais d'empêcher ça. Vous aviez raison. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai juste posé sur le bord de la table et je l'ai regardé fixement comme si c'était devenu le problème de quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis au moins une décennie. Un des vieux amis de mes parents, les cheveux gris, un blog de poésie, boit probablement encore de la tisane de camomille comme si c'était une personnalité. Le message était calme, apologétique, presque trop gentil. Je ne savais pas qu'il n'avait pas votre permission. On nous a dit que vous étiez au courant et à l'aise. Je suis tellement désolé. Si ça peut t'aider, voici le site web qu'ils utilisaient pour organiser. Il y avait un lien, pas de nom, pas de logo, juste une URL propre et d'aspect privé. J'ai cliqué dessus.
Le site était magnifique dans ce style stérile et trop conçu qui vous donne l'impression que vous êtes sur le point de rejoindre accidentellement une secte. Couleurs atténuées, polices apaisantes, des mots comme la liberté par la confiance, des espaces sur rotatifs, des rassemblements privés organisés, des dons suggérés, $400, $850, $1200, un calendrier d'événements. Chaque date correspondait à un de mes voyages d'affaires. Chaque lieu était répertorié vaguement, mais j'ai reconnu les photos. Il y en avait une avec un verre de vin posé sur une table que j'ai moi-même refaite pendant le confinement. Une autre avait le tapis que ma mère n'arrêtait pas de dire était trop simple. Il n'avait pas emprunté ma maison. Il l'avait présentée. Il y avait un pseudonyme d'hôte. L'adresse électronique jointe avait le vieux surnom de ma mère de ses années hippies, juste éplé à l'envers. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pas par colère, pas même par horreur, juste par finalité. Ils se sont présentés 4 jours plus tard. Pas de SMS, pas d'avertissement, juste un coup à la porte et le son lent et épuisé de 2 personnes qui font semblant de ne pas paniquer. Tu n'étais pas obligé d'envenimer les choses, a dit ma mère dès que j'ai ouvert la porte. On aurait pu régler ça en famille. Je n'ai rien envenimé, ai-je dit. Un de vos invités a appelé la police. Je ne savais même pas que ça se passait, mais tu leur as tout dit. J'ai dit la vérité. On essayait d'aider ta sœur. Elle avait besoin de soutien. Tu as dit non. Elle avait besoin d'une maison plus grande. Je ne pensais pas que ça lui donnait le droit d'avoir la mienne. On ne pouvait pas utiliser la nôtre, a ajouté mon père. Les gens nous connaissent ici. La tienne était neutre. Neutre, ai-je répété. C'est ce que je suis maintenant? Vous étiez parti la plupart du temps. La maison était vide. Elle n'était pas vide. Elle était à moi. Ils n'ont pas répondu. Ils sont partis avec le même silence qu'ils avaient apporté avec eux. Les retombées n'ont pas été bruyantes. C'était pire que ça. Violation de licence, plainte de zonage, une ordonnance de cessation et d'abstention de la ville, une lettre de l'IRS demandant des revenus non déclarés. Un des invités les a poursuivis pour détresse émotionnelle et violation de la vie privée. Ils ne sont pas allés en prison, mais ils ont payé, financièrement, socialement, en silence. Le site web a été fermé. Le réseau est tombé dans l'obscurité, et tous les amis avec lesquels ils avaient l'habitude de se réunir ont cessé de répondre aux appels. Ma sœur a appelé ensuite. J'espère que tu es satisfaite. Pardon? Ils essayaient de m'aider. Et maintenant Dan et moi devons déménager. Ils ne peuvent plus aider avec le prêt hypothécaire. Alors tu me blâmes? Tu n'étais pas obligé de passer à l'arme nucléaire. Tu aurais pu les protéger. Ils ont utilisé ma maison sans permission. Ils l'ont fait pour moi. Non, ils l'ont fait sans demander. Ils ne m'ont pas demandé. Ils ne t'ont pas demandé non plus, n'est-ce pas? C'était la fin de l'histoire. J'ai vendu la maison, je ne l'ai pas affichée, je n'ai rien dit à personne, j'ai engagé un agent immobilier, j'ai emballé les preuves, j'ai signé les papiers. Le nouvel endroit est plus petit, plus calme, plus éloigné. Il sent la peinture fraîche et les décisions de personne d'autre. Je n'ai pas laissé de clé sous le paillasson. Je n'ai donné de copie à personne. Ils ont essayé d'appeler une fois, peut-être 2. Pas de messages vocaux, des appels rejetés que j'ai laissés sans réponse. Finalement, ils ont arrêté. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas d'excuses de dernière minute, juste la compréhension silencieuse entre des personnes qui savent quand quelque chose est terminé et qui ne sont pas disposées à le dire à haute voix. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous avons juste cessé de faire semblant que nous étions encore en orbite. Ils pensaient que je les protégerais. Je pensais qu'ils me protégeraient. En fin de compte, nous avions tous les deux tort. Alors, voilà ce qui s'est passé. Certaines personnes ont dit que j'avais surréagi. D'autres ont dit que je les avais laissés s'en tirer trop facilement. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.